donc c'est pas évident. Donc, comme je vous disais, le plan du webinaire va suivre le plan du livre blanc, enfin, à peu près. On va commencer par la réglementation Genome. On va vous expliquer un peu d'où vient cette réglementation. Pourquoi on crée une réglementation pour les jeux Web3? Parce que, après tout, c'est pas une évidence. Et pourquoi la France, est le premier pays du monde à mettre en place ce type de réglementation? Enfin, quels sont les... Et c'est une partie qui est intéressante parce qu'elle sert aussi à comprendre en fait à quoi sert cette réglementation et quels sont les objectifs politiques derrière cette réglementation. Ensuite, on abordera de manière plus opérationnelle deux parties qui concernent du coup les personnes qui sont concernées par cette réglementation. C'est intéressant parce que ça permet de voir ce qu'est un genome et à l'inverse, qu'est-ce qui n'entre pas dans le champ de la réglementation genome. On abordera aussi dans cette deuxième partie sur le qui, on abordera aussi quels sont les joueurs concernés, quels sont les territoires concernés. Est-ce qu'un genome s'applique hors de France? Est-ce que des joueurs non français pourront accéder à un genome, etc. Et enfin, on terminera par la manière de s'y conformer, c'est-à-dire quelle est la procédure mise en place pour devenir un genome, comment devenir un genome, quelles sont les obligations à respecter, et qu'est-ce que ça implique une fois que les acteurs ont obtenu ce statut. On ne vous parlera pas aujourd'hui, en tout cas pas pendant quelques secondes, quelques minutes, mais on ne parlera pas vraiment des contours de l'extraction de l'ENJ. On vous renvoie pour ça au livre blanc, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de spécificité à la réglementation génomique. Et en conclusion, on vous donnera du coup un petit peu notre analyse, une perspective pour cette réglementation. Pour l'introduction, je l'ai fait. Et Louisa, je vous laisse la parole. Oui. Du coup, pour commencer, on va vous parler un peu de l'introduction de cette réglementation. Donc, pourquoi la réglementation Genome est en cours d'adoption. La première, donc la raison principale et le risque qui se posait pour les jeux d'argent, c'est le risque d'application de la réglementation des jeux d'argent. Les jeux d'argent et de hasard, en France, c'est une définition particulièrement large et qui, du coup, est susceptible de jouer pas mal de jeux Web3, évidemment. Mais beaucoup de jeux Web3 fonctionnent grâce à la détention préalable d'un NFT. Et le jeu permet de gagner des récompenses monétisables. Et ces caractéristiques-là, elles permettent de qualifier les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard, qui sont l'offre publique, un certain degré d'aléa, un sacrifice financier, donc de la détention d'un NFT, et une espérance de gain, généralement via des récompenses de jeu monétisables en dehors de la plateforme. Le risque, c'est que on peut considérer que la plupart des jeux Web3 rentrent dans le cadre de la réglementation des jeux d'argent et de hasard, qui est un risque très important pour les opérateurs, parce que la réglementation des jeux d'argent et de hasard, elle n'est pas faite pour ce secteur qui est novateur, qui est nouveau, qui est fait aussi de petites structures, de petites entreprises. Et les conditions de l'agrément de jeux d'argent et de hasard sont particulièrement contraignantes et importantes, donc inadaptées. La réglementation Genome, du coup, elle vient là pour résoudre ce problème et pour proposer une réglementation qui est adaptée à un nouveau secteur et du coup éviter ce qui s'est passé en appliquant littéralement la réglementation des jeux d'hasard, c'est-à-dire une interdiction plus simple de certains jeux Web3. Là, l'objectif est quand même de permettre à certains jeux d'exercer légalement avec une procédure qui est adaptée à ce secteur. Donc voilà, comme on dit, l'objectif c'est de prendre en compte les caractéristiques spécifiques et de sortir de l'impasse réglementaire actuelle. Et les caractéristiques spécifiques de ces jeux, c'est notamment le fait qu'il y ait la détention d'un NFT, qu'il y a aussi un aspect ludique dans la plupart des jeux Web3. On n'est pas purement sur des jeux de camping. Il y a un aspect gaming qui est important. Et que ces jeux qui sont de ceux de hasard. Donc actuellement, s'agissant du calendrier, la réglementation Genome, elle a été donc il y a eu un prévu qu'elle soit adoptée en 2004. Il y a eu un peu de retard avec l'adoption de la loi. Elle est actuellement en cours de discussion en commission mixte paritaire. Ensuite,
il faut qui soit pris pour que la loi soit complète. On verra au cours de notre intervention, il y a beaucoup d'éléments qui sont encore sujets à questionnement et qui doivent être précisés justement par les décrets d'application qui seront pris dans les 6 mois de l'adoption de la loi. Ensuite, au bout de 18 mois de l'adoption de la loi, il y aura des rapports d'évaluation qui vont être faits. Donc, le premier rapport, ça va être voilà, un rapport intermédiaire pour évaluer l'adaptation ou non de la réglementation au secteur, voir s'il y a des modifications à faire. Et au bout de 18 mois, il y aura également l'application des obligations SPFT qui entrera en vigueur. Et enfin, au bout de 3 ans, il y aura un rapport final d'évaluation qui sera effectué par le gouvernement pour vérifier voilà, un bilan global d'évaluation de la loi pour apprécier le développement du marché des jeux, l'impact sur les joueurs, donc notamment avec les risques d'addiction, l'efficacité des mesures de protection qui ont été mises en œuvre, l'efficacité de l'implémentation des obligations SPFT. On le verra en conclusion évidemment, mais du coup, ce rapport-là, c'est comme une réglementation qui est expérimentale. Donc l'objectif, c'est de l'expérimenter pendant 3 ans et en fonction des résultats du bilan, la réglementation sera reconduite ou non. Et juste peut-être pour vous donner, peut-être ce que vient de dire Lézard, en ce qui concerne les délais, c'est des délais, on va dire, maximum. Enfin, nous, on anticipe une mise en œuvre assez rapide, puisqu'en fait, l'adoption de la loi prend du retard pour des raisons vraiment d'organisation des travaux au Parlement. Le projet de loi SREN a été percuté par deux projets de loi français et par des inventions européennes notamment. Les décrets sont déjà en cours de rédaction, donc ils devraient être publiés, à notre avis, peut-être avant la fin du délai de 6 mois qui est laissé au gouvernement pour les publier. Et idem pour le délai de 18 mois. Pour nous, on anticipe un délai vraiment de mise en œuvre et d'application de la réglementation LCBFT à 18 mois, ce qui implique que les acteurs devront se mettre en conformité en réalité au moins 1 an avant la fin de ce délai. Et comme l'a dit Lisa, c'est un cadre expérimental, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y a plusieurs pistes qui sont à disposition. Soit on garde le régime, soit on le supprime, soit on le fusionne avec d'autres régimes, par exemple au sein de l'ANJ. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Je crois que le son ne marche pas très bien. Le son ne marche pas très bien? J'ai des retours qui disent que le son est très haché. Alors malheureusement, je ne sais pas comment faire. Vous entendez correctement ou pas? Attendez, on regarde 2 secondes le son. Est-ce que c'est mieux maintenant? Peut-être parler plus près du micro. D'accord. Bah écoutez, continuez à nous dire, désolé pour ces petits problèmes techniques, continuez à nous dire si ça marche, si vous entendez correctement. On a essayé je vais tenir le micro plus près pour voir si c'est meilleur. Et on va parler un peu moins vite. Du coup, on aborde la deuxième partie qui est plus opérationnelle sur savoir qui est concerné par cette future réglementation. Ah oui, je précise une chose, c'est qu'on anticipe également que la réglementation, même si elle n'a pas été formellement adoptée, ne sera pas modifiée parce qu'elle ne rentre pas dans le champ des négociations ni dans le champ des dispositions qui sont attaquées en droit européen. Donc en gros, le texte, le projet de loi, c'est un projet de loi. Le projet de loi, les articles Jonum dans le projet de loi ne devraient pas être modifiés, ce qui nous permet d'ailleurs de vous parler de ce livre blanc et de cette réglementation. Du coup, on a distingué trois éléments importants. C'est évidemment les conditions pour caractériser un Jonum. Il y a un dispositif assez particulier qui est l'existence d'une liste de types de Jonum autorisés.
ça, on va vous expliquer pourquoi il y a eu cette liste, qui est quelque chose d'assez rare et d'assez unique en réalité. Et enfin, il y a évidemment le champ d'application territorial qu'on abordera ensuite. Les critères pour déterminer un genome, en fait, comme l'a dit Louisa, hein, c'est des critères qui sont assez proches de ceux de la réglementation de jeux d'argent et de hasard. Donc évidemment, il faut un jeu en ligne. Donc bon, le caractère en ligne, hors ligne, ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Le caractère de jeu, il est intéressant parce que en fait, les jeux éligibles au genome vont être déterminés sur une liste. Il y a enfin la présence d'un sacrifice financier, c'est-à-dire pas forcément un sacrifice financier en actifs numériques ou en crypto-monnaie, ça peut être un sacrifice financier en euros, sous n'importe quelle forme. Là-dessus, pour ceux qui vraiment s'intéressent à cette réglementation, vous verrez qu'il y a des débats aujourd'hui sur la notion de sacrifice financier sous forme de données de consommation ou le fait de collecter des données personnelles. C'est quelque chose qui n'est pas tranché en droit, c'est uniquement de la réflexion en doctrine. Mais voilà, là, de toute façon, dans le genome, on ne parle pas de ça, on parle d'un sacrifice financier au sens, on va dire, classique du terme. Bon, la présence d'un aléa, en réalité, l'aléa, c'est évidemment une notion qui est inhérente à la notion de jeu d'argent et de genome. On anticipe un alignement de cette notion sur celle des jeux d'argent, c'est-à-dire en fait un aléa même très superficiel ou très partiel suffit. Il y a même certains auteurs en doctrine qui parlent d'une disparition de la condition d'aléa pour qualifier un jeu d'argent ou du coup on anticipe pour qualifier un genome. Et enfin, il faut une espérance de gain. Et cette espérance de gain, et c'est là où les genomes sont particuliers, pourra prendre la forme. Alors, c'est encore en discussion et ça fera l'objet de décrets, mais il y aura, c'est sûr qu'il y aura des tokens ou des NFT associés au jeu. Donc, par exemple, un jeu pourra distribuer ses propres tokens fongibles ou non fongibles. Et il y aura probablement, ou en tout cas, il y aura peut-être d'autres types de gains qui seront distribuables, comme par exemple des gains sous forme de crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire des crypto-actifs qui ne seraient pas associés au jeu, mais qui seraient associés à un protocole, comme par exemple le Bitcoin ou l'Ether. Alors ça, c'est pour caractériser encore un peu plus les conditions. Là, donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'accès au jeu ne sera pas conditionné par l'achat d'un NFT. On aurait pu le penser parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des genomes, enfin en tout cas des jeux Web3 existants, nécessite d'acquérir un NFT pour pouvoir participer. Et c'est souvent considéré intuitivement comme une condition. En réalité, c'est pas quelque chose qui était retenu dans la réglementation. Donc l'accès sera possible avec ou sans NFT, avec un paiement carte bancaire ou avec n'importe quel type de paiement. La récompense, comme je vous l'ai dit, hein, donc là du coup c'est une précision, hein, il y a une chose qui est sûre, c'est que les récompenses en fiat, donc en monnaie ayant cours légal, devraient être interdites. Les monnaies ayant cours légal, incluant, donc ça, c'est des récompenses en euros. Donc contrairement à un jeu d'argent traditionnel, on ne pourra pas gagner des euros. On ne pourra pas gagner non plus des stablecoins a priori, parce que les stablecoins devraient, en se plaçant sur le terrain de la réglementation financière applicable aux cryptos, donc notamment la réglementation MiCA, devrait être assimilé, ou en tout cas assimilable à de la monnaie électronique. Alors, je ne rentre pas dans les détails ultra pointus pour savoir si les stablecoins sont vraiment de la monnaie électronique, mais en gros, logiquement, les stablecoins ne devraient pas pouvoir servir de support pour récompenser les joueurs. Et enfin, la monétisation, ça c'est une condition très importante. Les opérateurs, évidemment, c'est un peu le miroir de la condition des récompenses qui ne doit pas être en fiat. Vous n'aurez pas le droit en tant que genome de donner des NFT par exemple à vos utilisateurs et de leur proposer de racheter ces NFT. Donc voilà, là-dessus il y a une interdiction de monétiser en réalité les gains. Voilà. Ah, parfait, Claudio qui nous dit que le son est revenu à la normale. Excellent. Évidemment, la monétisation, elle est interdite par l'opérateur lui-même. Ça n'interdit pas, et ça ne devrait pas interdire à l'opérateur. Alors tout ça, voilà, ça fait l'objet de discussions assez intenses entre différentes organisations, la DAN, le gouvernement, l'ANJ, etc. Mais la monétisation ne devrait pas interdire le fait de proposer une marketplace à ses utilisateurs. Parce que là, dans ce cas-là, il y aurait peut-être une monétisation des gains, mais elle se ferait en pair à pair entre utilisateurs. Et dans la mesure où l'opérateur n'est pas contrepartie à cette monétisation, ça ne rentre pas dans le champ de la prohibition posée par Genome.
L'idée évidemment de la monétisation, c'est d'éviter qu'en fait les jeux en fait fournissent in fine le même service qu'un jeu en ligne traditionnel régulé par l'ANJ. Dernier point important, la liste des activités autorisées. Ça, c'est très spécifique à Genome et ça résulte en fait d'une crainte. Genome est un régime qui est assez complexe, qui a été adopté assez rapidement parce qu'il y avait en fait en réalité des grosses frictions réglementaires entre les jeux Web3 existants et les régulateurs, dont l'ANJ en France notamment. Et donc Genome a été adopté aussi rapidement pour apporter de la clarté, mais cette rapidité, disons que ça apporte de la clarté dans la mesure où ça apporte un cadre, mais la réglementation n'est pas forcément extrêmement claire et surtout on n'a pas, enfin quand je dis on, c'est personne n'a vraiment eu le temps de vérifier en détail quel pourrait être l'impact sur les acteurs existants, donc les acteurs du jeu d'argent et de hasard traditionnels, ainsi que pour éventuellement d'autres activités Web3 qui n'ont pas forcément vocation à rentrer dans les Genome. Et c'est pour ça qu'il y a eu, à la demande de l'ANJ, il y a eu la mise en place d'une liste des activités autorisées. Ce qui veut dire que vous pouvez être un Genome, avoir les critères que je vous ai exposés précédemment. Si votre activité, c'est par exemple du poker, en fait, vous ne pourrez pas devenir un Genome et vous serez obligé de rentrer dans la catégorie régulée ANJ d'opérateurs de jeux en ligne traditionnels. D'accord ? L'idée, évidemment, c'est d'assurer une étanchéité entre le secteur régulé traditionnel, entre guillemets, les Genomes d'autre part, et les activités non régulées. Donc cette liste, elle déterminera du coup les activités autorisées. Donc par exemple, jeux de combat, jeux d'élevage d'animaux. On pense évidemment à un fameux projet suisse, enfin franco-suisse. Jeux de fantasy sportive. Donc évidemment, on pense à un jeu très connu de genre de foot, mais il y en a d'autres. Il y en a aussi dans le MMA, etc. Ou jeux hippiques. On pense par exemple au projet Stable du PMU, au projet Jockeys de la FDJ. Devraient être des activités autorisées. Et donc, cette liste nous donnera en négatif la liste des activités interdites, puisque tout ce qui ne sera pas autorisé sera interdit. Et cette liste pourra évidemment être mise à jour à la demande d'un opérateur sur consultation. Donc, demande adressée au gouvernement qui consultera l'ANJ. L'ANJ étant chargée d'évaluer le risque de développement d'offres illégales de jeux d'argent. Encore une fois, l'ANJ va jouer le rôle de gardien des activités non régulées et des activités régulées via ces autres agréments. Application de la réglementation Genome. Alors, c'est une réglementation qui est française, donc elle s'appliquera sur le territoire français, exclusivement en réalité. Étant entendu que ça pose la question donc ça veut dire que une entité française sera régulée au titre de Genome, même si ses marchés principaux se situent à l'étranger. Parce qu'il y a le principe du régulateur de l'endroit d'où est offerte l'activité. Sauf si vraiment il y a une étanchéité entre la société française et le marché français. Et à l'inverse, une société étrangère, donc si vous êtes une société installée en Allemagne ou en Asie et que vous visez le marché français, ou même que votre service est accessible depuis le marché français, dans ce cas-là, la réglementation Genome sera applicable à vous. Je précise une chose importante, c'est qu'on parle souvent de l'application des réglementations financières. Là, on est sur un autre terrain. Les jeux d'argent et de hasard, en fait, les critères de rattachement sont plus stricts. C'est-à-dire que c'est un critère d'accessibilité. Autrement dit, le seul moyen de ne pas être assujetti à Genome, ce sera de faire du blocage de l'accès depuis la France. Pas blocage des Français, mais blocage de l'accès depuis la France. Tout ça va être déterminé par des décrets à venir. Mais voilà, ce sera plus strict du coup que il n'y aura pas de reverse solicitation comme en droit financier pour ceux qui sont à l'aise avec ces notions, quoi. Louisa, je vous laisse parler près du micro. Oui, je suis désolée pour tout à l'heure, j'ai bien compris que c'était la distance avec le micro qui posait problème. Du coup, pour en venir à un côté un peu plus pratique, sur vraiment en pratique comment les opérateurs Genome pourront se conformer, enfin devront se conformer à la réglementation. Ce qui est prévu pour l'instant, en tout cas, c'est que les opérateurs devront faire une déclaration préalable à l'ANJ pour démontrer la conformité de leur activité à la réglementation.
C'est-à-dire que le processus, normalement, devrait être moins complexe qu'un agrément. Là, on est sur une déclaration préalable. Donc, pour pouvoir faire cette déclaration préalable, évidemment, il faut qu'elle soit accompagnée de plusieurs éléments. Le premier, le plus important, c'est il va falloir que vous qualifiez votre jeu, donc votre opération. Il y a 3 solutions. Soit votre jeu n'est pas régulé, soit votre jeu est régulé comme un jeu d'argent et de hasard, soit il est dans le champ de la réglementation Genome. Donc là, on vous a mis un petit schéma qui peut vous aider à déjà un peu préqualifier votre activité. Bien sûr, la qualification de l'activité, on le verra après, mais elle doit être faite d'une façon juridique. Voilà, il faut une analyse juridique de la qualification d'activité, mais déjà pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, la première question à savoir, c'est à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que votre jeu est accessible au public? Est-ce qu'il implique un sacrifice financier? Ce qui peut être par exemple l'achat d'un NFT ou un paiement en carte bleue ou un autre type d'achat. Et la remise de gains soumis à un aléa, sachant que ce critère d'aléa, il a quand même été assez diminué par la jurisprudence dans la réglementation des jeux d'argent et de hasard. Donc, en pratique, voilà, est-ce que vous avez la remise de gains, un sacrifice financier et une offre au public? Si vous avez aucun de ces critères, votre jeu est probablement pas régulé. Si vous avez ces critères, si vous remplissez ces 3 critères, il faut ensuite vous demander le type de récompense que vous allez offrir. C'est là le grand critère des Genome, ça réside principalement dans les récompenses que vous allez offrir. Est-ce que vous prévoyez d'offrir des NFT ou d'autres types de jetons qui donnent des droits dans votre jeu? Si vous offrez pas ce type de récompense, mais que vous en offrez d'autres, de type crypto ou fiat ou d'autres. On verra, parce qu'en tout cas, fiat, oui, c'est sûr, mais crypto, oui. C'est déterminé. Donc plutôt du fiat, mais en tout cas, si vous offrez pas ce type de récompense, votre jeu entre probablement dans le champ de la réglementation des jeux d'argent. Si vous avez, du coup, là, vous avez tous les critères des jeux d'argent et de hasard. Si vous offrez ce type de récompense, ensuite, la prochaine question, ce sera de savoir est-ce que votre jeu est inclus ou pourrait être inclus dans la liste des Genome dont William vient de parler, dans la liste des Genome autorisés. Sachant que, comme ça vous a été expliqué, la liste, elle peut être amendée. Il peut y avoir une demande d'amendement, mais est-ce que par principe, votre jeu pourrait rentrer dans la liste des Genome autorisés? Si oui, votre jeu entre très probablement dans le champ de la réglementation Genome. Donc là, vous avez déjà fait votre pré-analyse du jeu. Donc, c'est une analyse qui devra être faite juridiquement, donc au regard de la réglementation Genome et des réglementations connexes. L'ANJ va vérifier que vous êtes, en effet, vous entrez dans le champ de la réglementation Genome et pas dans la réglementation des jeux d'argent et de hasard, mais aussi si vous êtes soumis à des réglementations annexes à votre activité. C'est-à-dire si vous offrez des services de paiement, si vous offrez des services sur actifs numériques, par exemple de la conservation de crypto, etc. Donc là, voilà, il vous faut une première analyse juridique. Ensuite, ce qui est attendu, c'est une description du jeu. Cette description du jeu, évidemment, tous ces critères-là, ils seront précisés ensuite par décret. Mais ce qui peut être attendu, ce sera le fonctionnement global de votre activité, avec des schémas de flux explicatifs, des descriptions des mécanismes de hasard, donc notamment le fonctionnement de vos logiciels, le fonctionnement des algorithmes, et une politique de communication. On va le voir juste après, c'est un sujet qui est quand même très très important, et la solution que vous mettez en œuvre pour empêcher l'accès aux mineurs, parce que les Genome doivent être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Ça, pareil, c'est un autre critère qui est très important pour les opérateurs, donc on va le voir un peu plus en détail juste après. Ensuite, voilà, il y a des critères de gouvernance, comme l'a dit William juste avant, la société doit être dans l'UE ou dans l'espace économique européen. Il faut qu'il y ait un représentant français qui soit nommé. Pareil, les conditions seront précisées plus tard par décret. Un dispositif LCBFT, sachant que ce dispositif, les opérateurs auront 18 mois, on l'a vu dans le calendrier, pour l'appliquer. Les opérateurs ne seront pas immédiatement soumis aux obligations LCBFT. Et enfin, un autre critère important, ce sera la conformité RGPD. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail de la conformité RGPD, mais il y aura évidemment la réglementation à respecter sur les données relatives aux jeux et aux utilisateurs que vous collectez, enfin que les opérateurs collectent.
Donc pour en revenir sur les deux critères qui sont quand même assez majeurs dans ce qu'on vient de dire, le premier focus qu'on fait dans le livre blanc et dont on va vous parler, c'est les communications. Les communications des Jonum vont être très encadrées. Globalement, il va y avoir un alignement sur les conditions de communication des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. Donc si vous voulez aller voir un peu ce à quoi sont soumis aujourd'hui les opérateurs de jeux d'argent et de hasard, ça donne une première idée sur ce qui va être attendu. Il va y avoir deux critères à respecter sur le contenu et sur les canaux de communication. Sur le contenu, il faudra que les communications elles incluent en permanence un message d'avertissement sur l'interdiction, le fait que les jeux sont interdits aux mineurs et que ce sont des jeux qui présentent quand même des risques d'addiction. Et sur les canaux de communication, il y a des canaux plus sensibles que d'autres. Donc, il y a des canaux de communication qui vont être interdits. Le premier, c'est les médias qui sont destinés aux mineurs, donc médias et plateformes qui sont destinés aux mineurs, et les salles de cinéma quand les films sont accessibles aux mineurs. Après, il y a des règles un peu plus spécifiques sur les communications qui peuvent être faites, les publicités dans la rue, les publicités à la radio, les publicités à la télévision. Ça, c'est des canaux de communication qui sont autorisés, mais qui vont être encadrés. Et enfin, pour le recours aux influenceurs, ce qui est aussi une grande question, les publicités par les influenceurs, elles vont être autorisées, mais que sur des plateformes qui permettent d'exclure effectivement les mineurs. Il faudra que l'influenceur mette en œuvre une mesure d'exclusion des mineurs pour pouvoir communiquer sur le genou. Vous me dites que je passe ? Oui. Merci. Donc ça, c'était sur la communication. Sur la vérification de l'âge, donc comme on l'a dit, les opérateurs de Jonum doivent exclure les mineurs de moins de 18 ans de leur jeu. C'est une mesure qui doit être conforme au RGPD et qui est différente de la procédure de KYC. Donc les opérateurs de Jonum sont censés mettre en place un système de vérification de l'âge effectif. Pour l'instant, on n'a pas de critères particuliers. La question dans la base, c'est de savoir si ça allait être les mêmes systèmes de vérification de l'âge que ceux pour certains sites qui sont aussi traités dans la loi SREN, qui du coup implémente le régime Jonum. Pour l'instant, non. Les caractéristiques de ce mécanisme seront sûrement précisées par décret. Il faut que ce soit un système qui soit rapide, quoi. Assez souple, assez simple, assez rapide, et qui soit évidemment effectif. Après, il y a un autre, donc ça c'est pour l'accès au jeu, il faudra que l'âge soit vérifié, et pour le retrait des gains, c'est à ce moment-là que l'opérateur devra mettre en place sa procédure LCBFT, donc sa procédure de KYC. La vérification de l'identité et non de l'âge, la vérification de l'identité des joueurs, elle devrait être effectuée dès que le joueur souhaite retirer ses gains de la plateforme. Donc là, il y a deux vérifications, une à l'entrée, une à la sortie, qui sont évidemment cumulatives, mais comme on le dit, qui sont mises en place à deux moments différents. Du coup, je pense que vous avez compris, on vous a présenté les principales obligations, l'existence de cette liste qui est très important, les obligations en termes de communication, de vérification de l'âge et de vérification des clients au sens de la réglementation financière et bancaire qui sont également des choses sur lesquelles on pense que c'est là où il y aura le plus de travail, hormis évidemment l'analyse réglementaire, mais ça c'est un préalable de toute façon. C'est là où on anticipe qu'il y aura le plus de travail et c'est là où on anticipe que c'est susceptible d'entraîner des coûts à la fois au niveau de la déclaration, mais également lors de la supervision. Et ça permet de faire le lien avec la quatrième partie. Étant entendu que, je le rappelle, on est sur un régime déclaratif, ce qui est à la fois une chance et c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à attendre un feu vert de l'ANJ pour pouvoir lancer votre jeu. Donc il y a quand même on va dire une forme de... Peut-être pas un rapport de force, mais on va dire c'est une approche plus business que de demander vraiment un permis d'exercer en France. Et on sait que par exemple sur les PSAN, on a eu des délais parfois très longs parce qu'il y avait beaucoup de demandes, parce que le régulateur avait pas forcément suffisamment de moyens humains, etc. Et puis c'est des nouvelles réglementations qui sont complexes. Donc là, c'est une approche plus fluide. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, ça fait appel à une responsabilisation beaucoup plus forte de l'acteur. Parce qu'on vous laisse vous mettre en conformité vous-même, mais vous serez sanctionné de la même manière et contrôlé de la même manière que des acteurs qui, eux, ont obtenu un tampon.
Voilà. Sur les contrôles et la supervision et sanctions de l'ANJ, en fait, on vous renvoie au livre blanc parce qu'il n'y a rien de réellement spécifique. Hein. Il y aura, comme pour tous les secteurs régulés, il y aura une approche à double niveau, une approche disciplinaire, administrative, c'est-à-dire vous avez des obligations vis-à-vis du régulateur, il contrôle que vous mettez bien en œuvre ces obligations, et pour ça, il dispose de moyens de contrôle, contrôle sur pièce, contrôle sur place, etc. Et il y aura également, le non-respect de certaines obligations peut également constituer une infraction pénale, donc qui peut éventuellement être déclenchée par le régulateur. Alors évidemment, le régulateur n'est pas juge, mais il peut alerter un juge sur le fait que quelqu'un ne respecte pas la réglementation. Il pourra également mettre en place des techniques de name and shame ou de liste noire, évidemment, pour notamment avec les acteurs étrangers qui sont très compliqués hors d'Europe à contrôler. C'est une approche qui est très très usitée aujourd'hui par tout un tas de régulateurs, dont l'ANJ, dont l'AMF, etc. Voilà. Et il y aura également aussi des règles de litige particulières avec les clients. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour les acteurs parce que ça permettra d'avoir on va dire un premier niveau de résolution des litiges qui sera fait par une personne spécialisée. Voilà. Tout un tas de sanctions. Donc voilà, on vous a mis quelques exemples de jurisprudence avec des avertissements, des amendes. Évidemment, le panel est extrêmement large. Hein. Ça peut aller du blâme ou une forme de rappel à la loi, pour employer un terme pénal, jusqu'à une interdiction définitive d'exercer en France et des sanctions disciplinaires sur les personnes notamment. C'est-à-dire vraiment dans les cas les plus graves, on blacklist les projets, mais également les personnes pour pas qu'elles recommencent un projet la semaine suivante, que ce soit en France ou en Europe d'ailleurs, parce que les régulateurs communiquent entre eux sur ce type d'opération. Voilà, on arrive à la dernière partie, c'est un peu notre vision de la réglementation Genome. En fait, déjà, donc c'est une réglementation qui, à notre sens, est plutôt positive parce qu'on était dans une situation assez conflictuelle entre le régulateur et les projets Web3. Et cette réglementation Genome vient créer un cadre qui permet de réfléchir à comment encadrer les jeux Web3 sans les interdire, sans les tuer, quoi. Ce qui, de toute façon, n'aiderait pas non plus les joueurs. Et en même temps, ça apporte un cadre aussi protecteur pour les joueurs. Le fait que vous ayez un régulateur, le fait que vous ayez des mécanismes de traitement des litiges, c'est tout bête, mais nous, en tant qu'avocats, on le voit très régulièrement. Quand il n'y a pas de réglementation, souvent, c'est impossible d'entrer en contact avec certains acteurs qui sont à l'autre bout de la planète, dans des îles du Pacifique. Je veux dire, vous avez un problème avec eux, ils vous répondent jamais, ils sont inaccessibles, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acceptable. À l'inverse, il y aura une question qui va être la question du coût de mise en conformité. Et ça va beaucoup dépendre, comme souvent, de l'approche du régulateur envers le secteur. Et là-dessus, il y a une inconnue, parce que la NJ n'a pas... quand je dis on, c'est dans le Web3, on a très peu de track record, comme on dit, avec ce régulateur, donc on verra comment ça se passe. Nous, on anticipe 3 scénarios en bon suisse, on ne prend pas parti. Le premier scénario, ce serait un succès. Qu'est-ce que ce serait un succès? Ce serait que Genome soit une réglementation pionnière qui vienne proposer un cadre, on va dire, un bon compromis entre le développement du secteur des jeux Web3, qui est, on sait, un secteur important pour le Web3, pour le secteur NFT, etc. C'est un des rares secteurs où il y a de l'attraction, comme on dit, et de l'appétence côté joueur, côté utilisateur, et en même temps une protection des utilisateurs. Un succès, ça pourrait être par exemple que Genome, déjà au bout de 3 ans, soit confirmé et que devienne une réglementation permanente, et peut-être même qu'un jour devienne une réglementation européenne. C'est ce qui s'est passé en France pour les jeux en ligne. Hein. La France était anti-jeux en ligne, et c'est l'Union européenne qui a imposé à la France d'autoriser les jeux en ligne, les Winamax, les BetClick, etc. Voilà. Donc, avec les jeux en ligne, ça s'est mal passé. Ça pourrait peut-être bien se passer avec les Genome. Le deuxième scénario, c'est un scénario un peu de statu quo, c'est-à-dire que Genome devienne une niche. Et ça, ce serait en fait, ça resterait, on va dire, un petit secteur à l'échelle de l'ANJ. Et que l'expérience soit par exemple prolongée de 3 ans à l'issue des 3 années d'expérimentation. Et enfin, il y a un dernier scénario, ce serait un scénario d'échec, c'est-à-dire que la réglementation Genome soit inadaptée à la réalité du secteur, entraîne une fuite des acteurs, ou très très peu d'acteurs qui soient enregistrés, un peu un scénario comme les ICO avec l'AMF. Et là, dans ce cas-là, au bout de 3 ans, la réglementation pourrait être carrément abandonnée. Voilà.
Et il y a un scénario d'ailleurs alternatif qu'on pourrait mettre entre la niche et le succès. Ce serait le scénario où la réglementation Genome soit en fait une sorte de entre un secteur non régulé aujourd'hui et qui demain deviendrait régulé comme un opérateur de jeux d'argent et de hasard. Et dans ce cas-là, en fait, la réglementation Genome, au bout de 3 ou 6 ans, pourrait être absorbée et devenir un nouvel agrément ANJ avec de nouvelles obligations plus strictes. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On serait ravis de prendre vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser. Et surtout, évidemment, n'hésitez pas à contacter le cabinet si vous avez la moindre question sur la réglementation Genome. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Vous en avez vu, vous avez pas? Pour l'instant, non. Non, il y avait juste la question de Claudio sur les gains, mais William a répondu. C'est une grosse question, la faculté de donner des gains en cryptoactifs. C'est en cours de discussion. La discussion elle porte et sur la faculté d'offrir des gains en crypto et sur les seuils qui seraient applicables si des gains en crypto sont possibles. Mais de toute façon, ce sera encadré. Même si c'est possible, il y aura forcément des seuils pour ces récompenses. Ok. Écoutez, on laisse encore quelques secondes parce qu'il y a un décalage entre le moment où on parle et le moment où c'est diffusé, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de questions qui ont été posées. Voilà, évidemment, le livre blanc est accessible. On vous l'a mis dans les commentaires. On va vous le remettre en description de l'événement pour ceux qui veulent le regarder en record. Et en tout cas, on vous remercie pour votre participation. Et voilà. Et nous, de toute façon, tous les gens qui ont téléchargé le livre blanc seront informés de la mise à jour de ce livre blanc, hein, parce qu'évidemment, il a vocation, on est en V1.1. On a déjà fait une mise à jour depuis la première V1. Et on prévoit une V2 dans quelques semaines en fonction des évolutions, notamment décrétales. Donc n'hésitez pas, il est accessible en français et en anglais. Voilà, et nous, le but c'est qu'on vous informe du mieux possible et que si vous avez évidemment la moindre question ou les moindres sujets en lien avec cette réglementation, qu'on puisse y répondre. Parfait. Bah, écoutez, il y avait une question sur la vérification de l'âge. De Mathurin. Donc Mathurin qui demande si pour la vérification de l'âge, le déclaratif sera-t-il suffisant? Par exemple, une case à cocher certifiée avoir plus de 18 ans. Non, il faudra que ce soit un mécanisme efficace qui permette de vérifier l'âge et qui ait une... non, il faut que ce soit un mécanisme de vérification pratique, quoi. La simple déclaration sera pas suffisante. En fait, c'est toute la question qui se passe dans la loi SREN pour les sites pour adultes. La question, donc, pour ces sites-là, il va y avoir des mécanismes de vérification de l'âge très particuliers qui vont être imposés. Mais justement, le principe à la base, c'était de résoudre cette difficulté. Le déclaratif est quand même assez compliqué à... Enfin voilà, c'est assez compliqué pour se conformer à la réglementation de se baser que sur du déclaratif. Et pour les Genome, ce sera pas un mécanisme a priori aussi strict que pour les sites pour adultes, mais le principe du déclaratif n'est pas retenu. Il faut que ce soit une vérification efficace de l'identité du joueur et il faudra évidemment être en mesure de démontrer que l'âge a été vérifié et que l'accès a été bloqué pour ces joueurs-là. Merci à tous. On vous laisse ici et on vous dit à bientôt. Merci.